Dès qu'il est question de cible, mieux vaut s'écarter. Bonjour. Le 28 juin 1820, une circulaire tourne dans l'administration française recommandant au préfet de classer chaque électeur d'après ses opinions politiques. Le but, permettre à Joseph Jérôme Siméon, ministre de l'Intérieur de l'époque, d'évaluer les votes à venir. Le besoin d'identifier son électorat est vieux comme les élections. Oui, mais ça, c'était avant. 4 novembre 1952, Dwight David Ike Eisenhower est élu 34e président des États-Unis après une campagne révolutionnaire. À ses côtés, l'agence publicitaire BBDO, enquête d'opinion pour identifier les sujets porteurs, spot télévisé de 20 secondes différents selon les États, campagne de marketing par courrier, l'agence utilise tout son savoir-faire pour promouvoir son produit. Elle lance même l'implacable slogan « I like Ike » et transforme les longs discours en propositions de vente. Le marketing politique est né. 1965, en France, sur le ring présidentiel, De Gaulle et Mitterrand s'affrontent. Mais un certain Jean Le Canuet crée la surprise. Il passe de 4% d'intention de vote à 15,6% des suffrages au premier tour, mettant le général en ballottage. Merci qui? Merci Michel Bongrand, publicitaire et auteur notamment du slogan « Un homme neuf, une France en marche ». Les gaullistes feront appel à lui quelques années plus tard. Oui, mais ça, c'était avant le big data. Experian, Equifax, Epsilon, Axiom, vous ne connaissez pas ces entreprises? Elles vous connaissent bien. Ce sont les 4 plus grands data brokers au monde. Leur boulot, acheter des bases de données tous azimuts, par exemple auprès de l'INSEE, de France Télécom ou de magasins en ligne, pour les compiler puis les revendre. Prenons Mosaic, le produit phare de l'anglais Experian, numéro 1 mondial avec un chiffre d'affaires de 4,5 milliards de dollars en 2015. Cette base de données liste plus d'1 milliard de personnes dans le monde. 95% de la population française y est répertoriée. 26 millions de ménages classés selon 13 groupes et 56 sous-groupes, comme celui nommé Accro Crédit Technophile, rangé dans le tiroir Jeunes familles actives. En 2005, grâce à ce type de base de données commerciale, les équipes de Nicolas Sarkozy préparent le terrain pour la présidentielle à venir. 300 000 emails sont adressés à des soutiens potentiels, invitations à des débats, demandes de dons en vue de la campagne 2007. Même si certains se plaignent de Sarkospam, avec un taux d'ouverture de mails de 50% contre 30% habituellement, l'opération est plutôt réussie. Et de nouveaux contacts s'ajoutent à la liste. Car pour les partis politiques, ces bases de données sont désormais des trésors de guerre. Aux États-Unis, pour la campagne présidentielle de 2008, les équipes de Barack Obama ont dépensé 30 millions de dollars rien qu'en achat de fichiers. Ça leur a permis de consolider Catalyst, une base de données listant 220 millions de citoyens américains contenant jusqu'à 600 informations par personne. Adresse, âge, sexe, tendances religieuses, sexuelles, politiques, derniers achats en ligne ou en magasin, de quoi dresser un portrait robot de chaque électeur potentiel. Les fameuses cibles. Il ne restait plus qu'à frapper aux portes avec en main une tablette affichant un argumentaire préformaté en fonction de ces données. L'arme implacable contre les indécis ou les abstentionnistes. L'application Knocking, utilisée en 2016 pour accompagner la campagne de Nicolas Sarkozy à la primaire de la droite et du centre, fonctionnait sur le même principe. Elle permettait à chaque militant d'avoir sur son portable un profil détaillé de celui ou celle à convaincre. Et tout cela en partie grâce à des données récoltées sur Facebook et Twitter. Après tout, pourquoi se priver? Même si en France la CNIL reste un frein face à l'utilisation croissante de nos données, il existe une légère exception pour les campagnes politiques où la collecte de données est plus souple. Les nouveaux outils numériques comme le logiciel Nation Builder, le bâtisseur de nations, utilisé notamment par les équipes de Jean-Luc Mélenchon, Nicolas Sarkozy, François Fillon ou Donald Trump, ou encore 50+1, choisi entre autres par Emmanuel Macron ou Anne Hidalgo, proposent de rationaliser les campagnes électorales. Rendu possible grâce à la foule de données que nous laissons derrière nous à chaque instant, le micro-ciblage est leur saint Graal. Mais à trop viser les électeurs potentiels, ne risque-t-on pas de blesser le débat démocratique ? Antoinette Rouvroy, prise 1. Je suis Antoinette Rouvroy, je suis chercheuse en philosophie du droit au Centre de recherche Information, droit et société de l'Université de Namur et au Fonds national de la recherche scientifique belge. Ces dispositifs transforment les hommes politiques en sismographes qui enregistrent des signaux numériques. Je parle non plus de signes qui auraient une signification, mais des purs signaux quantifiables et qui réagissent en fonction de ces signaux numériques. Alors c'est exactement l'inverse d'un projet. Ça, réagir à des signaux, c'est exactement l'inverse de proposer un projet qui précisément est censé transcender la réalité existante. En fait, tous ces dispositifs ont pour fonction d'optimiser le déploiement de publicité électorale, les investissements électoraux dans certaines régions, dans certains lieux, par rapport à certains types de personnes, etc. Quand on optimise, on ne fait pas du projet. Quand on optimise, on conforte un état de fait.
on le renforce. Et c'est exactement l'inverse de ce qu'on pourrait attendre d'un homme politique, me semble-t-il. C'est extrêmement conservateur, puisque finalement ce sont les données qui acquièrent une réelle force normative. Ce sont les données, c'est-à-dire c'est l'état de fait enregistré passivement sous forme quantitative qui est censé produire un programme en quelque sorte. C'est pas comme un meeting politique où les personnes peuvent se rencontrer, revoir leurs propres préférences, élaborer un peu sur le mode réflexif une pensée politique construite en commun. Au contraire, c'est une hyper-individualisation, une réponse vraiment sur le mode du marketing, sur le mode purement commercial, une réponse à la demande telle qu'elle se présente, sans évaluation de cette demande. On ne gouverne plus les faits, on gouverne à partir des faits. Dès lors, il est très difficile d'encore construire une critique. Or, la politique ne peut se construire que par la rencontre d'opinions divergentes. Et l'espace public est précisément non pas un espace de dialogue interindividuel entre un démarcheur politique et sa cible, mais c'est un espace de rencontre dans lequel les individus sont confrontés à des choses qui n'ont pas été prévues pour eux et qui les incitent à revoir leurs propres préférences éventuellement et à construire un raisonnement à travers lequel ils s'individuent en tant qu'êtres politiques, c'est-à-dire qu'ils deviennent des sujets politiques. Une des vulnérabilités nouvelles des personnes, quand elles sont confrontées à ce genre de profilage ou de démarchage politique très individualisé, c'est qu'elles sont toujours déjà ciblées en fonction d'un profil qui a été établi de ces personnes, profil dont elles sont totalement ignorantes en général. Et donc ce qui disparaît, c'est la capacité ou la possibilité de rendre compte par soi-même de ses propres motivations, de ses propres convictions politiques, de ses propres raisonnements, de ses changements d'avis aussi. Et donc ce n'est plus du tout en tant que personne, ni en tant qu'individu que nous sommes gouvernés non plus. Nous n'intéressons plus du tout le pouvoir dans ce monde de la gouvernementalité algorithmique. Les individus n'intéressent absolument pas le pouvoir. Ce qui intéresse le pouvoir, ce sont les opportunités que représentent les individus ou les risques qu'ils représentent, que leur forme de vie ou que leur mode de vie représente. Je pense que la résistance à ça, elle est toujours déjà dans la vie même. La vie est résistante à toute tentative d'organisation excessive. De toute façon, je pense à la scène politique qu'il faut réenvisager aussi comme espace public, comme réel espace public, et non pas juxtaposition de micro-échanges privés entre un démarcheur politique et sa cible en porte-à-porte. Cette domesticité du porte-à-porte est exactement l'inverse de l'espace public, à mon sens. Réouvrir les scènes politiques, accepter aussi et prendre en charge réellement le fait de faire du projet. Et un projet comme une décision politique, ou comme une décision judiciaire d'ailleurs, c'est un geste qui peut rater, et accepter ce risque de rater, en fait, qui était absolument essentiel. Et donc c'est en quelque sorte renouer avec cette sorte de tragédie propre aux êtres humains. Nous sommes des êtres qui ratons et qui apprenons de nos ratages. Et puis qui dit ratage ne dit pas nécessairement tragédie ou catastrophe. Au contraire, c'est des ratés que peut survenir de la bifurcation, de nouvelles opportunités. Il faut entretenir des espaces de critique, des espaces d'incertitude, des espaces d'inefficacité, des espaces qui échappent à toute tentative d'optimisation. L'optimisation, ce n'est pas de la politique, c'est exactement l'inverse. Je pense que c'est ça. Il faudrait libérer la potentialité de toutes ces prédations court-termistes, qu'elles soient électorales ou sécuritaires ou de pur marketing commercial. Les big data nous ouvrent des possibilités incroyables. Ce ne sont pas les big data qu'il faut accuser, ce ne sont pas les algorithmes qu'il faut accuser. C'est plutôt la paresse de la pensée, la paresse du langage qui font qu'on délègue à des machines et à des dispositifs automatiques la charge réellement politique, mais aussi poétique, littéraire, justicière, de prendre en charge notre destin collectif dans le combat, dans tout ce que ça a d'inélégant, dans la délibération politique, parlementaire, en assumant l'incertitude.
se rassurer, on veut toujours mieux cibler. Évacuer le doute, l'incertitude, tout ce qui nous gratte et nous démange. On cloisonne l'espace public comme l'on fragmente les données. On veut du lisse et bien ordonné, on veut des bulles paisibles et douillettes. Alors on neutralise les imprévus, les frottements, les contradictions. Connaître au mieux ses futurs électeurs ou électrices, quoi de plus naturel quand on cherche à être élu? Regardons les sondages. Il y en a eu 111 pendant la campagne présidentielle de 1981, 153 pour celle de 88, 157 en 95, 193 en 2002, 293 en 2007, près de 400 en 2012 et une prévision qui dépasse les 500 pour la campagne présidentielle de 2017. Qu'ils visent juste ou non, peu importe. Tant qu'ils sont là, les sondages rassurent. Comme un doudou quand vient la nuit. Alors imaginez un outil qui promettrait de profiler individuellement chaque votant potentiel en s'appuyant sur des flux de données ininterrompus, le Saint Graal. En 2012, Barack Obama vise sa réélection à la présidence des États-Unis. Ses équipes de campagne ont une certitude. Grâce aux données, ils vont pouvoir identifier chacun des 69 456 897 Américains et Américaines qui avaient déjà voté pour lui 4 ans plus tôt. Une fois ciblés, il ne reste qu'à les convaincre de recommencer. Et ça a marché. Après tout, la politique est un produit de consommation comme un autre. Il suffit de faire son choix parmi des offres qui désormais peuvent même anticiper nos désirs. Parfois, il y a des promotions, 2 pour le prix d'un. Et depuis quelque temps, c'est même les soldes en matière de projets politiques. Dans ce monde calculé, on est à la fois quelqu'un et personne. Autant un profil surdéfini qu'une ombre anonyme dans un océan de data. Et au milieu, on pourrait bien finir par ne plus se croiser. Ce qui, pour faire évoluer nos sociétés, pourrait rapidement s'avérer problématique.